Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage historique absolument fascinant. Un homme qui a été à la fois un pirate, un vrai, condamné pour ses crimes, et en même temps un héros national. Son nom, c'est Hervé de Porte-Moguer, et son histoire se termine dans le feu et le fracas d'une explosion qui va le faire entrer directement dans la légende. C'est un peu la grande question qui va nous guider. Comment est-ce possible ? Comment un hors-la-loi finit-il par être célébré comme un héros ? Ce paradoxe, c'est tout le sel de la vie de ce personnage complexe, et on va décortiquer ça ensemble. Pour comprendre, il faut se projeter à une date bien précise, le 10 août 1512. On est au large de la Bretagne, c'est le jour de la Saint-Laurent. Et cette journée, croyez-moi, va laisser une trace indélébile dans l'histoire navale. Et cet événement, il porte un nom, la bataille de Saint-Mathieu, juste à la sortie de la rade de Brest. Là, les flottes françaises et bretonnes sont face à la marine anglaise, et ça va être un affrontement d'une violence assez inouïe pour l'époque. Au cœur de cette mêlée, deux géants des mers sont littéralement accrochés l'un à l'autre. D'un côté, le navire amiral breton, la Cordelière. De l'autre, son équivalent anglais, le Régent. C'est un combat au corps à corps, pont contre pont. On se bat à l'épée, à la hache, c'est le chaos total. Et puis d'un seul coup, l'impensable se produit. Une déflagration gigantesque, assourdissante, qui secoue toute la baie. Le ciel s'embrase. Et les deux navires, ils disparaissent tout simplement dans une gigantesque boule de feu. Et le bilan humain, il est terrible. Près de 1500 morts. C'est un chiffre qui donne le vertige. Des marins, des soldats et même des invités qui étaient à bord pour une fête, tous anéantis en un seul instant. Mais alors, pour comprendre ce qui a pu mener un tel drame, il faut s'intéresser au commandant de la Cordelière. Qui était cet homme au centre de l'explosion ? Rembobinons un peu pour découvrir Hervé de Porte-Moguer, que beaucoup appelaient aussi Primaguier. Porte-Moguer, il est né vers 1475. Et ce n'est pas n'importe qui. Il vient de la petite noblesse bretonne, du Léon, dans le nord du Finistère. Ce n'est pas juste un marin, c'est un noble, un homme de son temps. Un homme, disons-le, pétri de contradictions. D'ailleurs, sa devise familiale en dit long. Varvor à Varzoir, ce qui veut dire sur mer et sur terre en breton. Eh bien, ça résume parfaitement sa vie. C'était un seigneur terrien, mais aussi et surtout un homme de la mer, un homme d'action, sur tous les fronts. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant, parce que Porte-Moguer y mène une sorte de double vie. Il est à la fois un homme au service de la loi et un hors-la-loi. Regardez un peu ce grand écart. D'un côté, on a quoi ? Un pirate, condamné pour avoir pillé un navire, accusé d'en avoir attaqué une trentaine d'autres, et il aurait même tué un homme en duel, une réputation de tête brûlée pour le dire poliment. Et de l'autre côté, eh bien, le roi de France lui-même lui confie la protection de ses navires marchands. Et encore mieux, la duchesse Anne de Bretagne en personne lui donne le commandement de son plus beau navire, le fleuron de sa flotte, la Cordelière. C'est l'incarnation même de l'homme à la fois craint et respecté. Forcément, avec un tel caractère, quand la guerre éclate avec l'Angleterre au printemps 1512, les choses vont vite prendre une tournure très personnelle pour Porte-Moguer. L'escalade est très rapide. En avril, l'amiral anglais Howard vient bloquer le port de Brest. Mais il ne s'arrête pas là. Il connaît la réputation de Porte-Moguer. Il sait qui il est. Alors il lance un raid à terre et il met le feu à son manoir, son propre manoir. Pour Porte-Moguer, l'affront est personnel. C'est une humiliation totale. Dès lors, la bataille qui se prépare pour le 10 août, ce n'est plus juste la guerre, c'est une affaire de vengeance. Et donc, ce fameux 10 août, quand la flotte anglaise se pointe, Porte-Moguer n'hésite pas une seconde. Il fonce droit sur le navire amiral ennemi, le Régent. Ce qui va suivre, c'est un déchaînement de violence. On parle souvent de ce moment comme l'un des tout premiers grands duels d'artillerie navale de l'histoire, avant que ça ne se transforme en une boucherie à l'arme blanche. Mais voilà, malgré toute sa fureur, son courage, les Bretons sont en infériorité numérique. Les Anglais commencent à prendre le dessus, ils déferlent sur le pont de la Cordelière. La défaite semble inévitable. Et c'est là, à ce moment précis, qu'un choix doit être fait. Et la décision que va prendre Porte-Moguer, ce n'est pas celle d'un capitaine ordinaire qui se rendrait pour sauver sa vie. Non. Il va choisir un acte radical, un geste qui va transformer une défaite militaire en un sacrifice pour l'éternité. Il choisit la légende. C'est à ce moment-là qu'il aurait crié à son équipage ces mots devenus célèbres. Pour bien comprendre, il faut savoir un petit truc. On est le 10 août et c'est le jour de la Saint-Laurent, un martyr chrétien qui, selon la tradition, est mort brûlé vif sur un grill. En disant ça, Porte-Moguer annonce la couleur. Ils ne se rendront pas, ils vont connaître le même sort. L'ordre est donné. Mettre le feu à la Sainte-Barbe, la réserve de poudre du navire. La suite, c'est l'apocalypse. L'explosion est tellement puissante qu'elle n'emporte pas seulement la Cordelière, mais aussi le Régent, auquel elle était toujours agrippée. Porte-Moguer, son équipage, ses invités, tout le monde y passe. Alors au final, que retenir de cet homme ?
Était-ce le sacrifice ultime d'un patriote breton qui préfère mourir que de voir son navire capturé? Ou bien était-ce le dernier geste de défi d'un pirate violent, acculé, qui décide d'emporter tout le monde avec lui dans la mort? La légende, elle, a choisi son camp. Mais l'histoire nous laisse avec cette question, cette fascinante ambiguïté qui fait toute la richesse du personnage.